pour raconter une histoire en son qui va durer au maximum aujourd'hui 6 minutes pour essayer de vous faire entendre comment sonnait, résonnait, vivait le passé sonore. Bonjour, je m'appelle Mylène Pardoen, je suis archéologue du paysage sonore, ingénieure de recherche au CNRS et je suis hébergée par la Maison des sciences de l'homme de Lyon-Saint-Étienne. L'archéologue du paysage sonore, il étudie, il analyse les ambiances sonores du passé. Donc on va fouiller des sources dites hétérogènes, c'est-à-dire à la fois du texte, de l'image, voire des autres sources qui peuvent exister. Et puis on va essayer de comprendre les articulations qui existent entre les différentes ambiances sonores qui existaient dans le passé. Et alors ma spécificité, c'est que je fais un grand bond dans le temps et j'en propose des modèles audibles qui ne sont que des propositions, ce sont des hypothèses de travail sur lesquelles on va chercher à réfléchir de notre côté sur est-ce que c'est plausible, pas plausible, est-ce que c'est équilibré, pas équilibré. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le son, c'est du temps, de l'espace, de l'espace-temps. Donc on est obligé de travailler avec des périmètres qui réduisent bien sûr la recherche, parce que sinon on serait toujours en train de fouiller et on ne pourrait pas passer à l'action quelque part. Et puis, donc sous périmètre, il y a le périmètre géographique, il y a le périmètre temporel. On est dans de l'histoire, donc on est dans du temps long. Vous remontez jusqu'où en fait? Tant qu'il y a des traces écrites. Alors, par écriture, c'est autant le pictural, hein, les fresques de Lascaux qui peuvent raconter une histoire. Donc nous, on essaie de comprendre les articulations qui peuvent vraiment être présentes. Enfin, moi, j'aime pas le contemporain parce que je préfère justement quand il faut fouiller les archives. Mais on remonte tant qu'il y a des traces. À partir du moment où il y a des traces, et on n'est pas dans un système où l'hypothèse elle est beaucoup plus grande et vient titiller l'imaginaire, donc il faut qu'on ait quelque chose de tangible à se mettre sous la dent et sur lequel on puisse s'appuyer, on peut faire des fresques sonores. Alors je vous ai un petit peu interrompu, hein. Vous disiez les différentes dimensions du son finalement. Hein. Oui, alors donc un périmètre temporel, donc en général on délimite une cinquantaine d'années. Parce que comme on est sur du temps long, ça nous permet d'avoir quand même une récurrence sur des bruits et des sons. Un périmètre géographique, parce que sinon on se perd vraiment dans les archives. Et puis, en tout dernier lieu, un périmètre de restitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on arrive à faire 6 minutes de diffusion sonore, ça veut dire que pour ces 6 minutes, sans compter le temps de recherche, que ce soit dans le présent ou dans le passé, eh bien, sans compter ce temps-là, il nous faut 6 mois, juste pour les 6 minutes. Concrètement, comment vous travaillez? Dans un premier temps, à la lecture des documents, quel que soit le type de lecture, hein, j'insiste là-dessus, on essaie de comprendre les articulations de l'histoire qui est racontée dans le document. Parce qu'à part les documents administratifs qui sont froids, où là, nous, quand on utilise par exemple des registres des bouées lanternes, c'est pour positionner les artisans dans une rue. Donc là, je sais qu'il y a tel artisan et je sais qu'il pratique ce métier avec ces outils-là sur cette matière-là. Donc on est vraiment sur du tangible. Tout le reste, ce sont des histoires qui nous sont racontées. Donc il faut toujours essayer de savoir ce qui est le plus vrai de l'histoire et de ce qui entache l'histoire. Ça peut être le souvenir qui va le tordre légèrement, ça peut être le ressenti. Sur un même événement, il y en a un qui va être heureux et l'autre qui ne va pas l'être. Donc là, raconter l'histoire, ça va être la même histoire va être racontée différemment. Sur un tableau, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le passé, il n'y a pas de photos. Donc le peintre, il va raconter des histoires instantanément sur son tableau. Et c'est à nous à savoir si toutes les histoires qui sont présentes, elles peuvent être présentes au même moment. Et sinon, il va falloir les rétablir dans le temps. Le lundi, il y a le marché. Le mercredi, il y a la vente de la viande. Le jeudi, n'importe quoi. Mais voilà, il va falloir comprendre toutes ces articulations. Et ensuite, une fois qu'on a compris toutes les articulations et toutes les articulations sonores qui en découlent, on va faire un carottage. Et puis, sur ce carottage, ça va faire 6 minutes.
Donc on raconte une histoire en son qui va durer au maximum aujourd'hui 6 minutes pour essayer de vous faire entendre comment sonnait, résonnait, vivait le passé sonore. Tous les bruits sur lesquels je travaille, les bruits et les ambiances, ce sont des ambiances et des bruits du passé qui sont encore dans notre présent. Je n'imagine pas les bruits. Comment l'idée m'est venue? Déjà, moi, je suis docteur en musicologie, même si j'ai un parcours qui est assez atypique. À un moment donné, j'ai repris des études, je suis docteur en musicologie, donc le son, ça me parle. J'étais spécialiste des musiques militaires, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le musée des Invalides, donc le musée de l'armée, et de sonoriser des plans de bataille. Et là, je me suis posé une question toute bête, c'est pourquoi les musées ne mettaient pas de son, alors que le jeune public qui est en appétence de multimédia, le son, il faut qu'il soit présent, c'est pas seulement des espèces de, comment dire, de vidéos animées, ça va pas, c'était pas super fun pour le jeune public. Et donc, ma première réflexion, c'était pour eux. Alors, moi, je ne suis que archéologue du paysage sonore. L'archéologie du paysage sonore, c'est une transdiscipline hybride, et je reviendrai par la suite sur ce terme qui est assez compliqué. Quoi qu'il en soit, j'ai tapé à la porte des historiens, des sociologues, et c'est vers les historiens avec qui j'avais le plus d'acquaintance que j'ai proposé d'écouter ce que j'avais fait, juste pour avoir un léger retour, savoir si ça trouvait résonance par rapport à leurs études. Et là, eux m'ont dit, mais ça, c'est un outil qu'il nous faut. Ce qui fait que, d'une proposition faite initialement pour les musées, je me suis retrouvée avec un objet qui est un objet de recherche à part entière. D'où la création de la discipline de l'archéologie du paysage sonore. Que vous avez créé oui. Sur mesure. Oui, parce qu'elle est aux confins de plein de disciplines. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un tuyau qui peut la recevoir. C'est ce que vous appelez l'hybridation ou pas? Alors, non, l'hybridation, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis obligée de m'acoquiner avec des sciences dures pour aller au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose des modèles qui sont audibles en immersion. Donc là, il faut passer le cap de... j'ai juste ma machine avec un petit enregistreur et puis je vais bidouiller mes sons, ce que je faisais au début, qui fonctionnait très très bien. Mais aujourd'hui, on est passé à de l'immersion englobante, totale. Donc soit à la SAT Montréal avec 153 haut-parleurs, on est à échelle 1 dans la ville de Paris, puisque ça c'est le projet Bretaise. C'est la restitution d'un quartier de Paris autour du Grand Châtelet. C'est le projet qui a donné naissance à l'archéologie du paysage sonore. Soit on est sur du 24 enceintes en WSF, c'est-à-dire c'est du front sonore, et ça nous permet d'avoir des objets sonores qui se promènent autour de nous, et donc là on a les sons tout autour. Soit on est sur du front WSF, c'est-à-dire que là on fait des jeux, et c'est le tout dernier développement depuis la semaine dernière, on fait des jeux d'objets sonores qui peuvent venir vers nous, repartir. Donc on est sur une spatialisation qui fait vraiment du mouvement. Par exemple, on va avoir une calèche qui va arriver vers nous, qui va s'arrêter à nos pieds. Et puis qui peut repartir. Donc on entend ces jeux-là. Tout s'appuie sur l'ouïe. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, qui que nous soyons, à part nous qui travaillons dans le son, mais on a tous oublié qu'on avait des oreilles. Ce qui fait que ces perceptions-là, elles sont assez compliquées à rendre, alors que c'est un jeu pour les anciens. Les anciens, ils entendent réellement les mouvements des sons. L'effet casque, même s'ils sont ouverts, si on dit qu'on entend à l'extérieur, cet effet casque-là projette le son dans. Il est diffusé, il part du bord de l'oreille et il va dans l'oreille. Quand on est sur une écoute collective, ouverte, le son vient de l'extérieur et il va venir vers l'oreille. C'est pas un son qui est tout proche. Ce qui fait que l'oreille, elle a l'habitude d'avoir ce repère qui est proche. J'écoute de là à là. Alors que quand on entend de loin jusque là, il faut à nouveau rééduquer l'oreille pour se dire qu'il y a une spatialisation qui est très forte et qui nous permet de nous mettre en alerte. Pour preuve, c'est que
quand on voit les messages qu'il y a sur les trams, puisqu'on est sur Lyon, il y a des gros messages comme quoi il faut écouter. Le tram, il est sonore, même s'il ne fait pas beaucoup de bruit, mais quoi qu'il en soit, il est sonore. Donc ça veut dire qu'on ne s'appuie plus sur nos oreilles. Alors comme j'ai eu l'immense honneur d'être expert scientifique auprès du chantier scientifique CNRS, ministère de la Culture, Notre-Dame, eh bien oui, on travaille sur Notre-Dame. Donc actuellement, on travaille sur cette partie ici. Donc, plusieurs axes dans le cadre de Notre-Dame, 3 grands axes, un axe historique. Donc on travaille sur la construction de Notre-Dame avec différentes phases. Et donc ça nous donne des ambiances sonores et des acoustiques qui sont complètement différentes en fonction justement de l'avancée des travaux et de ce qui se passe sur le chantier tout autour. Donc là on est sur une première simulation. Aujourd'hui on est beaucoup plus fin dans les simulations. On a des zones qui ont été mesurées, on sait à peu près comment s'articulent les lieux et comment s'articulent aussi les activités sur le chantier. Donc ça c'est le premier axe. Un deuxième axe qui est mémoriel, c'est-à-dire que sur le chantier Notre-Dame, on a les boîtiers qui tournent et c'est un peu comme si on prenait une photo on va dire toutes les heures du chantier. Il n'y a pas de travail qui est fait dessus, mais c'est juste pour la mémoire du chantier. Et puis un troisième axe qui est patrimonial, c'est-à-dire que lorsque les artisans viendront travailler à la restauration de Notre-Dame cette fois-ci, eh bien on va les enregistrer, on va capter leurs gestes, là aussi dans un but alors, à la fois d'analyse du geste et puis d'analyse et de conservation de ce qui s'est passé autour du chantier. Donc ces gestes-là qui seront sur le chantier seront mis en regard avec tout le travail que nous on fait dans le cadre d'un projet sur le patrimoine culturel immatériel qui est capter les gestes artisanaux, que ce soit du bâti ou de l'artisanat d'art, et la transformation de la matière, puisqu'on peut enregistrer la transformation de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsqu'il y a un geste qui est fait, et lorsqu'on est artisan, nous on va enregistrer par exemple, on va prendre le forgeron, on va prendre le frappant, le frappé, l'enclume, et puis le marteau qui vient dessus, donc ça c'est le geste. Sur l'enclume, on va enregistrer le bruit de l'enclume, on a des micros surfaciques qui nous captent la résonance de l'enclume, qui est complètement différente entre la période médiévale et puis les enclumes de maintenant. Elles sonnent beaucoup plus mat. Et puis on enregistre également le son du fer qui est mis en forme. Et ça nous donne des sonorités. Quand il est rouge vif, il sonne mat. Et quand il est mis en forme et qu'il est couleur acier, hein, et bien là, il va teinter. Donc on arrive à capter la transformation de la matière sous le geste de l'artisan. Et on peut dissocier toutes les parties. Est-ce que la physionomie aujourd'hui de Notre-Dame avec la flèche qui a été incendiée, est-ce que ça vous fait regretter de ne pas avoir travaillé sur les sons de la cathédrale avant l'incendie? Est-ce qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être captées du coup, forcément, et on a envie de dire presque à jamais? Tout à fait. Alors par exemple le bruit de la forêt, puisque ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'une charpente elle vit tout le temps, elle craque tout le temps. Donc à titre, pour vraiment donner un exemple parlant, les cloches de Notre-Dame actuellement elles ne sonnent plus, donc on a retrouvé les mêmes cloches à Sens. Alors quand je dis les mêmes cloches, c'est les mêmes cloches, elles ont le même ton, hein, puisque chaque cloche a une note. C'est le même fondeur, c'est à peu près la même époque, on va dire à quelques années près, hein. Donc c'est la même configuration, donc nous sommes allés à Sens. Et là on fait nos captations pour Notre-Dame, on les fait à Sens. Et typiquement, on sait que le bois il craque, alors que on a perdu cette forêt, hein. Elle a brûlé, donc la charpente qui s'appelle la forêt sur Notre-Dame, elle ne craquera plus. Et si elle vient à craquer, elle craquera différemment. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est au niveau de l'acoustique. Donc moi, je travaille avec Brian Katz, qui est acousticien, qui est de l'Institut Jean-Leron d'Alembert à Jussieu.
niveau de l'acoustique de Notre-Dame, elle a perdu 20%. C'est normal, vous avez des trous. Hein. En fait, vous avez un gros trou ici, un trou là, un petit trou là, et il semblerait qu'il y a un autre trou ici. Moi, j'ai pas pu vérifier. J'ai vu que ces trois-là. Donc, à partir du moment où la voûte elle a un trou, il y a un effet d'aspiration qui se fait. Qui plus est, il n'y a plus non plus de vitraux. Non pas, ils sont vivants, hein, les vitraux sont en bon état, je rassure tout le monde, mais ils ont été démontés. Parce qu'il faut les dépolluer. Il y a beaucoup de pollution au plomb sur Notre-Dame, donc il faut les dépolluer. Et puis c'est une manière aussi de faire un gros travail de recherche qui n'a jamais été fait depuis les restaurations de Viollet-le-Duc. J'ai vu plein de câbles en rentrant, évidemment plein de choses. Vous travaillez avec quoi en fait? Là c'est la partie, c'est la partie câble, c'est la partie diffusion, donc avec des enceintes, plein d'enceintes. On a des petits, des grandes. Et puis la partie captation, elle est chez mon collègue. Voilà, pour la diffusion, on a 24 haut-parleurs de ce type-là. Hein. On les monte à peu près à hauteur d'oreille. Ça fait un carré. Et puis, il y a un certain nombre d'outils tout autour qui nous permettent de diffuser à partir d'un Mac, de rediffuser sur ces enceintes et de faire des jeux de véhicules, hein, de déplacement d'objets sonores. Donc le travail sur lequel on s'exerce, c'est celui-ci, et puis le deuxième sur lequel on est en train de s'exercer, c'est Notre-Dame. On a une vingtaine de micros qui arrivent à remplir toutes les données dont on pourrait avoir besoin. Je vois sur votre tableau là, un certain nombre de mots, animaux, forges, charpentiers, sculpteurs. Ça c'est pour un projet avec le chantier scientifique de Guédelon, puisque quand on va rechercher nos sons, on essaye de trouver des chantiers exploratoires. Le but c'est de capter des gestes et des sons qui sont le plus proches possible d'une possible réalité. Donc on est obligé de faire ce travail-là avec des équipes d'archéologues qui eux travaillent sur leur matière, hein, soit l'archéologie du geste, soit l'archéologie d'un métier, soit l'archéologie de la matière. Pour prendre vos sons, vous devez veiller évidemment à être loin de toute pollution sonore. Et ça doit être compliqué, non? Ouais, aujourd'hui, c'est plus du tout possible. On est dans la pollution sonore, même à Guédelon, quand on veut faire une captation, toutes les 5 minutes, passe un avion. En plus, la spécificité du chantier, c'est qu'il vit avec du public, donc quand on y va, il y a du public. Nos séquences, elles ne durent pas très très longtemps, c'est 5 minutes, 10 minutes maximum. Donc le public, il est charmant pour ça, il est gentil. Mais la pollution autour, elle est existante. On entend les voitures, on entend les avions, on entend plein d'ondes qu'attrape le micro en fait. Aujourd'hui, faire une captation, c'est très compliqué. Depuis 10 ans, c'est de pire en pire. Les personnes que vous rencontrez sur des chantiers, qui ont ces métiers particuliers pour lesquels vous allez justement enregistrer le son produit par leur activité, est-ce que le bruit de leur propre métier, ils continuent à le percevoir? Alors eux, ils vivent leur métier de façon très sensorielle. C'est-à-dire que c'est pas seulement j'écoute, je vois ou je ressens. Le forgeron va ressentir la chaleur du fer, par exemple. C'est l'ensemble de l'humain qui met en action les 5 sens. Donc, voilà, leur métier, ils le vivent à travers eux-mêmes. Ce qu'on ne voit pas dans les autres métiers. Par exemple, je prends le charron, il caresse le bois avant de l'équarrir. Il le caresse. Ouais, il a besoin de sentir si il a une densité, pas de densité, quel outil il va prendre. Il réfléchit avant. Nous, on ne réfléchit pas, on prend n'importe quel stylo, puis on va écrire sur une feuille de papier, on ne va pas la caresser. Donc ce rapport sensoriel à la matière, il est très fortement présent dans les métiers artisanaux, quels qu'ils soient.
Bah là, ce que l'on entend, c'est une forge à 3 marteaux, c'est-à-dire il y a trois forgerons qui travaillent de concert pour mettre en forme un fer à cheval. Et ce que l'on a entendu juste avant, alors l'espèce de ronflement dans le fond, c'est la forge. Je vais essayer de prendre un peu plus court, voilà. Ce que vous avez entendu, là, cette petite musique, ce petit ballet, c'est les ordres qui sont passés avec le marteau. Donc en même temps qu'ils mettent en forme le fer, ils donnent les ordres. Ils ne parlent pas entre eux. Il n'y en a pas un qui dit je vais tourner le fer, je vais le mettre à droite, à gauche. L'ordre est donné par les marteaux. Ça nous donne une sémiologie des activités. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le son, c'est que pendant un certain temps, dans le passé a existé de nombreuses sémiologies. Donc c'était des sémiologies sonores qui passaient par le son. Et aujourd'hui, on les a pratiquement toutes oubliées. Moi, je pratiquais les musiques militaires, hein, je suis spécialisée musique militaire avant, on va dire, jusqu'au mi-temps du 19e, hein, elles étaient vraiment très présentes dans la société. Tous les ordres se passaient par les instruments, que ce soit le tambour ou la trompette. On ne criait pas les ordres. Sur un champ de bataille, c'était pas possible. Et même dans la caserne, c'était pas possible. Et puis, il fallait se faire entendre de la ville. Donc, ces sémiologies-là, elles ont toutes disparu. Et dans les métiers que l'on retrouve, à partir du moment où l'artisan est plus de 1 pour pratiquer son métier, même s'il est silencieux, en fait, il continue à être silencieux et ça se pratique avec les aspects sonores de ce qu'il manipule. Donc, les ordres vont passer par une sémiologie. Ça peut être le son des outils, mais ça peut être aussi des altercations. Parce que par exemple, si on va manipuler une très grande poutre, si on prononce « va à droite » ou « va à gauche », de l'autre côté, ils ne vont pas l'entendre. Donc ça va être du « A, O ». Par exemple, hein, je ne sais pas, mais ils ont un code pour savoir s'ils doivent aller à droite, à gauche, s'ils doivent le positionner ou pas. À partir du moment où on est dans ces métiers-là, le son est très présent, il est obligé d'être présent, et il prend des formes diverses et variées. Et donc, voilà, c'est tout un pan à rechercher, parce que ça, il n'y a pas de témoignage, et il faut essayer de retrouver ces sémiologies. J'ai vu dans différentes communications du CNRS qu'il y avait plusieurs branches qui s'intéressaient au son, presque en se disant c'est un champ qu'on a laissé de côté, qu'on a ignoré. D'où vient finalement cette sorte de prise de conscience qui engendre derrière des travaux de recherche? Déjà, aujourd'hui, le son, il est très structuré en sciences dures. On a l'acoustique, on a l'étude du son par lui-même avec des formules mathématiques et tout. En sciences humaines et sociales, oui, c'est le grand vide. Quand j'ai commencé à secouer le cocotier, quelque part, sur cette matière sonore, pas sur l'étude des textes dans la sensorialité, le sensible et tout ça, mais je parle bien du son. Quelque part, je suis toute seule et je suis encore bien seule sur ce segment-là. Qu'est-ce qui a réveillé le cocotier? Peut-être un peu mes travaux, qui d'un seul coup ont trouvé une résonance chez d'autres chercheurs. Et l'audace de dire on peut proposer des modèles, parce que c'est pas le tout de parler du son, mais s'il n'y a rien pour s'appuyer, c'est difficile d'aller plus loin. Ça, c'est peut-être le premier point. Mais il y a aussi une prise de conscience de la sensorialité en général. On ne peut pas être écolo et pas être sensoriel. Ou alors, il y a un problème pour moi. Parce que le rapport à la terre, il doit être présent. Celui qui fait du bio, il est obligé d'avoir un rapport à la terre. De la connaître, ça veut dire qu'il va la toucher, qu'il va la sentir, et que le légume qu'il va mettre à l'intérieur, il va devoir le goûter. Donc la sensorialité, elle est bien présente. Donc voilà, je pense que c'est des éléments qui font que ça commence à bouger et que ces champs qui vont commencer à réfléchir sur le son, donc le son dans la ville, pas penser une ville en se disant bon c'est bien, c'est pas grave, on va mettre du faux son. Non, parce que ça veut rien dire mettre du faux son. Mais essayer de trouver une ville plus en adéquation pour avoir développer un certain calme et sérénité, pour moi, ça coule de source. Je pense qu'on a tous plus ou moins envie d'être soit au bord d'une rivière, dans les prés, dans les champs ou à la forêt, plutôt qu'être dans une ville qui est super bruyante avec des véhicules
qui nous polluent, quoi. Parce que la spécificité des bruits actuellement qui nous entourent, c'est leur, comment dire, c'est leur durée de fonctionnement, c'est leur, ils sont constants. Et aujourd'hui, bah, quand on fait un spectre, on regarde un spectrogramme de tous les bruits qui nous entourent, en fait, on a des bandes, alors que dans le passé, on avait des hauts et des bas, ce qui fait qu'on n'avait pas le temps d'être usé par ce qu'on entendait. L'oreille pouvait se reposer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des bruits qui étaient forts, ou des bruits qui n'étaient pas forts, mais ça veut dire que ces bruits-là, ils avaient une périodicité. Aujourd'hui, il n'y a plus de périodicité. Tout est linéaire. Toute dernière question en termes de justement ces travaux d'archéologie. Vous travaillez essentiellement en Europe, Canada aussi, on va dire culture occidentale. Est-ce que vous seriez intéressé par des chantiers dans des lieux qui sont aussi d'autres cultures, peut-être avec d'autres mémoires sonores ou d'autres travaux sur ces données sonores à collecter? Alors c'est compliqué, moi je ne parle pas l'anglais, donc ça serait compliqué d'aller travailler à l'étranger, ça c'est le premier point. Deuxièmement, c'est compliqué de travailler à l'étranger parce qu'ils n'ont pas la même notion d'archives que nous. Donc quand on va travailler avec eux, on va être sur une transmission orale, l'archive va plutôt se transmettre oralement, avec tout ce que ça veut dire de perte de l'information initiale. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. Hein. Moi, je pense qu'il faut faire de l'ethnomusicographie ou ethno-archéologie du paysage sonore. Oui, moi, je ne peux pas être sur tous les terrains. Donc, voilà, si quelqu'un veut, il n'y a pas de souci. Personnellement, ma journée a 24 heures, il y a 5 heures de sommeil et tout le reste, c'est pour toutes mes recherches.